et en fait, il y avait des promesses qui étaient, prévues, pendant le covid où on se disait: «À l'issue du covid, le monde va être joyeux, on va avoir envie de plein de couleurs, la mode va être l'expression de cette joie de vivre, retrouvée». Or, ça a été complètement anéanti par la crise, des énergies, de la guerre en Ukraine, et cetera. Et j'ai recruté quelqu'un qui avait le respectable, hein, un ingénieur qui avait tout, mais qui n'était pas un chef d'entreprise et surtout qui n'était pas à l'origine de l'affaire. Et donc, on a perdu de ce côté, de l'entrain qu'on peut avoir, et qu'on a retrouvé d'ailleurs dès lors que j'ai repris les rênes de l'entreprise. Vous avez aujourd'hui, une masse de déchets qui vont à la poubelle ou qui par moments sont même brûlés parce qu'ils ne sont pas recyclables, enfin ils sont présumés ne pas être recyclables. Et au bout, vous avez des industriels qui sont en manque de matières premières. On parle souvent du succès, mais on parle très rarement du travail qu'il y a avant. On parle effectivement très peu des choix qui forgent, des doutes qui freinent, des erreurs qui apprennent et des déclics qui changent tout. Eh bien ça va changer. Bienvenue dans Pourquoi. C'est François et avec ce podcast, je veux explorer les trajectoires de celles et de ceux qui font, qui dirigent, qui inventent et qui construisent. Ensemble, toi et moi, on va chercher à comprendre comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Comment ils travaillent, pourquoi ils prennent une décision, comment ils s'organisent, doutent, avancent. Inspirer, questionner, comprendre, ça c'est pourquoi. Et à l'issue de cet épisode, peut-être tu trouveras toi-même ton propre pourquoi. Allez, c'est parti. Eh bien Laurent, bienvenue dans le podcast Pourquoi. Enchanté de vous avoir. Alors, pour expliquer un peu le contexte, on est en visio, donc j'espère que, la qualité de son sera toujours aussi bonne. Et je dois vous avouer quelque chose, Laurent, c'est que, vous êtes le premier entrepreneur dans le monde du textile que j'ai sur ce podcast. Donc je suis sûr qu'il y a plein de choses, que vous allez pouvoir nous apprendre. Mais j'en suis ravi, c'est une première pour moi aussi cette forme de communication, donc et on va découvrir ensemble 2 univers qui nous sont inconnus. Alors, Avec plaisir. Hem La première question va pas vous paraître, sûrement la plus simple, mais aussi la plus compliquée. Je vais vous proposer de vous présenter. Qui êtes-vous, Laurent? eh bien, écoutez, moi, je suis un entrepreneur, j'ai 54 ans. Je suis, devenu entrepreneur un peu par hasard. J'ai, fait une carrière de joueur de rugby au préalable, et donc je suis parti de ma Bourgogne natale à l'âge de 14 ans pour suivre la filière, sport-études, au lycée Lacanal à Sceaux, et j'ai enchaîné sur, des études, en sport-études universitaires, et une école de commerce pour sportifs de haut niveau avec le Racing Club de France, et école dans laquelle j'ai créé ma première entreprise qui a débouché sur une marque de collants qui s'appelle Divine Paris et qui occupe ma vie depuis, donc maintenant presque 30 ans, et qui naturellement m'a amené vers, le problème du déchet collant. Voilà, puisque Divine Paris, c'est une marque de collants fantaisie, et que je fais vivre depuis une trentaine d'années. Et donc, voilà, il y a 15 ans, on s'est interrogé sur le déchet collant et le recyclage de la matière, qui compose principalement le collant, qui est le polyamide. OK. Alors, c'est très intéressant et ça me provoque plein de questions, mais, hem, avant de rentrer, dans le vif du sujet, je vais vous demander quelle est votre dernière grande décision? Ma dernière grande décision, parce qu'il y a une certaine échelle sur les décisions, mais la grande décision, c'est la décision d'industrialiser le procédé qu'on avait mis au point. On était confronté à un choix après avoir lancé les études sur le recyclage, c'était, d'arrêter après le brevet, de donner le brevet à une entreprise qui soit en capacité de l'industrialiser.
Or nous, on a décidé parce que, d'abord, ça avait un sens. Ensuite, les équipes qui ont travaillé, voulaient voir aller au bout de l'histoire. On a décidé de l'industrialiser et ça, je pense que c'est à la fois une très grande décision, mais c'est un choix, de vie pour, mes collaborateurs et pour moi-même et pour l'entreprise qui était et donc là, pour le coup, c'est une très, très grande décision, à mon sens. OK. Et comment vous avez pris un peu cette décision, vous nous expliquez un peu l'origine là, très rapidement, mais comment vous avez pris cette décision? Vous étiez plusieurs? Vous avez consulté vos équipes? Comment ça s'est passé, concrètement? Alors concrètement, c'est, à la fois une réflexion collective avec des partenaires, des comment? Des conseils, mais c'est aussi une décision, j'allais dire, relativement rapide. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez des choses qui mettent des mois à être décidées. Là, c'est le bon sens qui nous a fait dire: «Bah, voilà, il faut industrialiser, il faut aller, créer» alors que je ne suis pas du tout industriel à l'origine, je suis plutôt dans la Mmh. branche, commerce et marketing. Donc, il pouvait y avoir un côté un peu effrayant au départ, mais finalement, c'est le bon sens qui l'a emporté et l'envie d'aller au bout de l'aventure. Voilà. OK, très intéressant. J'aimerais bien revenir sur les origines un peu, de votre aventure entrepreneuriale. Heu, Vous me disiez que, vous avez commencé c'est un peu cette aventure, durant votre carrière un peu sportive. Comment on passe d'une Oui, dites-moi. alors c'est tout simplement, au départ, un emploi le soir lorsqu'on est étudiant, que je suis aussi joueur de rugby, à Paris. J'ai travaillé dans une entreprise qui commercialise de la lingerie et des collants et je m'intéresse un peu à ce qu'ils font, je regarde. Très vite, je rencontre un partenaire, de cette entreprise qui est, leader de la chaussette aux États-Unis, qui s'appelle, la marque Golto, qui me dit, «Bah, écoute, pour ton projet scolaire, j'ai une idée. On n'a jamais distribué nos produits, ailleurs qu'aux États-Unis. Si ça t'intéresse, on peut tu peux, t'occuper de notre marque, en Europe». Voilà. Quand on est jeune et quand on a une marque alors cette marque Golto à l'époque détenait 42 du marché de la chaussette aux États-Unis, c'était colossal et j'avais jamais distribué, en Europe. Donc ça a été une belle opportunité. Heu, donc pendant un an, j'ai commercialisé leurs produits, partout dans les grands magasins. On a eu la chance d'être distribués à l'époque, au bon marché, dans toutes les grandes enseignes, Galeries Lafayette, Printemps. À l'époque, il y avait encore la Samaritaine, l'ancienne génération de Samaritaine et y compris dans des grandes enseignes, à l'étranger, Corte Inglés, Coin et cetera. Au bout d'un an, j'étais fier du travail accompli, seulement le volume était relativement faible et j'adore raconter cette histoire parce que mon ami, est américain qui s'occupait de la marque, à qui je faisais part de mes états d'âme quant au volume que qui était en cause, me dit: «Bah, écoute, mon patron arrive par, le Concorde, demain soir à Paris. Il faut que tu le rencontres pour lui expliquer, ton histoire et puis que vous parliez ensemble de pourquoi les volumes ne sont pas dignes des department stores américains». Et donc, j'étais assez jeune et c'était drôle parce que le patron américain avait voyagé avec Calvin Klein et il me dit: «Écoute, dans l'avion, j'ai parlé de ton problème avec Calvin Klein». Pour moi, Calvin Klein à l'époque, c'était une marque et pas un monsieur. Je savais pas le Oui. et donc, j'étais, très comment dire? Très surpris à la fois et très honoré d'avoir, quelque part un échange lointain avec Calvin Klein et donc, en fait, il m'a expliqué, voilà, Calvin dans l'avion m'a dit, «En Europe, il faut surtout pas aller, dans les department stores, c'est pas là où se fait le volume, c'est la grande distribution». En fait et c'est vrai que le marché de la chaussette, comme celui du collant en Europe et particulièrement en France, il est principalement en grande distribution. Donc, on parle de 60-70 de part de marché, de la GMS, dans ce type de produit. Donc, j'ai décidé donc d'essayer d'aller vendre, ces produits qui étaient, plutôt adaptés normalement aux grands magasins, les vendre en grande distribution et je me suis heurté à des problèmes de production,
les États-Unis, acceptent le marché américain accepte des tailles uniques, en chaussettes, pour l'homme, une taille unique pour l'homme et une taille unique pour la femme. En Europe et en France en particulier, c'est pas possible. Donc les Américains n'ont pas voulu changer leur production pour un petit marché comme le marché français. Du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire ma propre marque et je lui donnerai, les caractéristiques que je souhaite» et surtout, l'aventure avec Golto m'avait permis de comprendre que le marché était ouvert à un produit plus haut de gamme, un produit différent dès lors que vous lui ameniez, évidemment la qualité qui va avec, mais tout le marketing qui tourne autour et c'est assez paradoxal, à l'heure actuelle où on parle de marques qui arrivent de Chine à bas prix, voilà, à l'époque, j'avais pris un chemin complètement opposé dans un marché qui était assez compliqué. J'avais décidé d'arriver avec un produit qui serait beaucoup plus cher, plus fini, avec du service digne de la boutique, mais vendu en grande distribution. Voilà, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure, Divint, et qui se poursuit toujours, hein. On joue un rôle, j'allais dire, essentiel. On est une petite marque à côté des grandes marques qui existent en grande distribution ou des marques distributrices, mais on joue un rôle essentiel parce qu'on amène des produits différents et différenciants. On amène on a des produits qui sont, à l'opposé de ce que peuvent faire les marques, nationales. Donc on est très créatif et le marché a besoin de cette créativité même dans des temps difficiles comme ceux qu'on vit aujourd'hui. On est en progression, nous, là, le début de saison, Divine sur les ventes, en grande distribution, on est en progression, et ça prouve que ce que j'ai créé il y a 30 ans fonctionne toujours. C'est-à-dire, amener de la différence. Voilà les débuts de mon entrepreneuriat et puis après, l'entreprise elle grossit, on commence enfin, on recrute beaucoup de monde, ouais, à un moment on était, avec les personnels dans les magasins, une centaine de salariés. Voilà, ça a un peu baissé parce qu'on a beaucoup de clients qui se sont restructurés, mais l'entreprise aussi s'est exportée. On a développé la marque, en Amérique du Nord, notamment au Canada, au Japon, dans les pays nordiques. Voilà. Après, on a subi, la difficile période du covid. Hein, donc qui a vu la plupart de nos distributeurs dans le monde, disparaître. Donc et ceux qui ne sont pas disparus, ils ont réduit leur activité. Donc il y a eu un gros travail à refaire, qu'on est en train de refaire pour la distribution, à l'étranger. Voilà, ça c'est les aventures, d'un entrepreneur qui qui au début n'avait pas vocation à être entrepreneur, hein. Voilà, j'ai plutôt une formation, enfin, en quittant le lycée, j'ai préparé Sciences Po, mais je me suis retrouvé dans l'école de commerce parce que j'avais la passion du rugby qui prenait le dessus et donc voilà et puis après on se prend au jeu de devenir entrepreneur et puis on n'arrête jamais. Voilà et après on crée Ecolan, qui aujourd'hui n'est pas dans une activité commerciale, mais par contre, a des ambitions qui sont bien plus importantes que celles de Divine, au travers de cette Je vais revenir un peu sur, Ecoland juste après, mais, hem, si on revient sur, Divine, donc ça fait, presque 30 ans je crois, que ça existe. Hem, Ça fait une sacrée expérience. Vous avez, occupé, je crois le rôle de directeur général puis le rôle de président. Enfin vous occupez aujourd'hui le rôle de président. Hem, Si on Ça va être un peu, je pense difficile, de résumer 30 ans de carrière, mais quel est l'enseignement principal que vous retenez de ces 30 ans d'expérience? eh bien, l'enseignement principal, c'est qu'il faut toujours chercher la différence et le mouvement. Alors là, dans une PME, alors nous, je nous qualifie de PME et Ecolan, c'est la même chose, hein. Living, c'est le même format d'entreprise. C'est-à-dire que, une entreprise, ça se fait, avec c'est les personnes qui sont à l'intérieur qui la font vivre. Donc ça, c'est l'humain qui est important et il faut toujours que tout le monde soit dans la culture de la différence et de l'action, en permanence. Je veux dire, c'est ce qui fait qu'une PME peut avancer, c'est qu'elle est différente et qu'elle avance plus vite que son concurrent. Voilà, c'est comme ça que ce sont les grands enseignements de mes 30 années
pratique de la PME ou dans laquelle effectivement j'ai tout fait. Puisqu'au départ, quand on crée une entreprise, dans le commerce, on prépare les colis, on va les livrer, alors là, aujourd'hui, je suis axé sur la création des collections et le commerce, hein, c'est mon rôle. Mais j'ai dans cette maison divine, j'ai tout fait, quoi. Donc c'est l'intérêt aussi d'une PME, c'est que on connaît, tous les postes et on sait comment ça fonctionne. OK. Et comment vous mentionnez, le covid et notamment l'impact que ça a eu. Alors ça a eu l'impact sur beaucoup de secteurs, il y en a ça a été positif, ça a été négatif. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment vous avez absorbé cette période et comment on s'en relève, comment on relève le défi de se dire: «Bah, on se relance et on va reconstruire ou on va faire autrement», voilà. Comment vous êtes relevé? Enfin relevé, comment vous êtes reparti? Alors on s'est relevé, d'abord toujours dans l'esprit d'une PME où, il y a une vraie solidarité entre les gens. J'ai coutume de dire que je vois plus mes collègues que ma famille, donc Mmh. ici on est, voilà, dans une petite entreprise et on se serre les coudes et on passe les moments difficiles, tous ensemble. Après nous, on a subi surtout, par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que nos clients à l'international qui sont disparus, on avait un actionnaire qui était étranger, donc les ponts étaient coupés. Il s'avère qu'en plus, j'ai eu la mauvaise idée de m'associer avec une très, très belle usine de collants qui avait vraiment envie de nous et qui était un de nos concurrents quand on était présent, on avait un très gros marché en Ukraine et le concurrent qui était l'entreprise leader de la lingerie dans les pays de l'Est, avait envie de rentrer sur le marché français, enfin, surtout d'être présent en France parce qu'ils adorent la culture française. Donc ils ont acheté une grosse partie de l'entreprise en 2014 et il s'avère que cette entreprise était biélorusse et que quand la guerre, en Ukraine a éclaté, ça a été une nouvelle péripétie à gérer parce on ne pouvait plus garder un associé qui soit biélorusse, bien qu'il ne soit en aucun cas solidaire de ce qui se passe en Ukraine, mais dans un petit pays comme, la Biélorussie, quand vous avez, 5 000 collaborateurs, vous êtes forcément proche du pouvoir et vous avez forcément, des comptes à rendre à l'extérieur quand il se passe ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, ça a été une péripétie qui s'est accumulée avec le covid, donc il a fallu gérer, mais globalement, c'est surtout la manière de travailler de nos clients qui a changé. Il y a eu un changement de mentalité, après le covid, c'est indéniable. Beaucoup de télétravail qui a fait qu'on avait des partenaires qui n'étaient plus aussi présents, à notre niveau. Nous, on a vite retrouvé la cohésion qu'on avait avant. Les gens ont réintégré le bureau rapidement, mais c'est la période, après le covid a été surtout difficile, dans les relations avec l'extérieur. Mmh. Ça représente une période de combien de temps pour qu'on puisse, avoir une idée de cette adaptation, au marché? La période covid, puis on va à proprement parler ou le Et de retrouver la manière de fonctionner, la nouvelle manière de fonctionner ou de si c'est arrivé, hein. ouais, alors, je pense que la manière de fonctionner, on l'a retrouvée très vite, hein, simplement il y a eu nous, on est dans un marché, on a la prétention d'être dans la mode. Mmh. Donc collant, en fait, il y avait des promesses qui étaient, prévues, pendant le covid où on se disait: «À l'issue du covid, le monde va être joyeux, on va avoir envie de plein de couleurs, la mode va être l'expression de cette joie de vivre, retrouvée». Or, ça a été complètement anéanti par la crise, des énergies, de la guerre en Ukraine et cetera et en fait, on n'a jamais vraiment retrouvé ce qu'on pensait, avoir. Alors ça a été surtout un bouleversement dans les tendances qu'on prévoyait. Tu vois, on avait prévu beaucoup de couleurs, beaucoup de dentelles, beaucoup de choses qui allaient un peu créer un univers un peu propice et le marché, en fait, n'était pas prêt à ça et là, pour tout vous dire, chez Divine, on a intitulé notre collection hiver 2025 Renaissance avec, puisqu'on travaille quand même un peu, en amont, mais on pensait, que l'hiver serait la période propice à voir le monde renaître
bah, c'est toujours pas vraiment le cas, hein. Donc voilà, en ce moment, on est plutôt dans une période un peu, compliquée. Voilà, mais tout ça pour vous dire que on retrouvera un chemin normal quand tous les indicateurs seront au vert, en fait. Nous, on l'a retrouvé en termes de collaborateurs, de travail et cetera, mais l'esprit, est tout n'est pas aligné encore pour, avoir un système économique qui fonctionne, comme on voudrait avant, comme ça pouvait être le cas avant le covid, quoi. Ouais. Mmh. Ce qui est très intéressant, c'est que, souvent on parle du covid, on parle de la crise en Ukraine, on parle de cet effet de l'énergie qu'il y a eu et on a du mal à s'imaginer, à voir les vraies conséquences. Alors que là, le retour que vous nous faites, et l'explication que vous nous faites, c'est l'impact concret de toutes ces crises, qui se passent et qui vous impactent, quoi. Oui, alors, si on voulait aller plus loin, l'impact, réel ce que nous on a pu subir chez Divine, c'est, les centrales d'achat qui ont eu d'énormes problèmes. L'année dernière, on a perdu en même temps Géant Casino, Cora, beaucoup de restructurations chez Auchan et tout ça parce qu'il y a eu un impact, je dirais après covid, de la consommation qui a changé et qui fait qu'on a des acteurs clés de la grande distribution qui ont disparu ou qui se sont restructurés. Donc là, c'est pour le coup, c'est un véritable impact économique de l'après-covid, hein. Mmh. OK, c'est intéressant. J'aimerais qu'on bascule un peu sur, Ecolant et comprendre un peu l'origine du projet. Alors j'ai eu quelques, aperçus en tout début du podcast, mais ça pourrait sembler logique en fait, vu que vous êtes, à la base dans une activité de collant, de se dire: «Ah bah, e-collant» que je pense que vous allez peut-être, aussi, également redéfinir, mais ça peut sembler logique, mais d'un côté je me dis: «Bah, c'est pas si logique que ça», parce qu'il y a quand même une logique industrielle chez Divine, il y a c'est une autre approche, chez e-collant. Comment est née c'est un peu cette, idée, de e-collant? Alors, encore une fois, c'est le pragmatisme des PME. C'est-à-dire Mmh. que on a notre siège qu'on a fait construire en 2009 chez Divine, c'est 2 000 m². Devant, vous avez des bennes dans lesquelles, on met des déchets. La grande distribution, lorsqu'ils ont des boîtes ou des collants abîmés qui ont été, touchés par les consommatrices et dans lesquels il y a un petit trou, ils nous les renvoient. Donc on avait des bennes et des bennes de collants qui s'accumulaient. Mmh. Heu, dans le même temps, on avait le polyamide et notamment pendant la période covid, les matières premières ont flambé. Donc, mais ça a commencé bien avant, hein, puisque, mon réflexe de ma recherche de recyclage, c'était 2014-2015. Donc c'était un moment où on avait, le prix du pétrole qui augmentait, donc on avait la matière première qui augmentait. Donc au départ, c'est simplement j'allais dire un souci, presque égoïste en disant: «Mais je comprends pas et notre fil, il augmente alors qu'on en a plein qu'on met à la poubelle» et donc Mmh. c'était c'est mon 1er réflexe, il était là et puis, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, on s'est aperçu qu'on était face à quelque chose de bien plus important que notre petite chapelle à nous, qu'il y avait, des enjeux qui nous dépassaient même, qui allaient, au-delà du collant, puisque le collant, en France, c'est 7 500 tonnes de déchets par an, ce qui est quand même colossal, hein. J'aime bien cette image parce que c'est le poids de la tour Eiffel, 7 500 tonnes. Donc ça veut dire que tous les ans, les dames en France, elles mettent une tour Eiffel de collants à la poubelle. C'est Voilà, énorme. c'est énorme et sachant que beaucoup de femmes ne mettent pas les collants à la poubelle, elles les mettent dans des tiroirs, dans des cartons, si vous sondez autour de vous, il y a plein de personnes qui se disent: «Non, on met pas un collant à la poubelle parce que» et donc ça veut dire que le stock de déchets collants en France, il est énorme et très important. Donc je ne pouvais pas me résigner à entendre dire de la part de mon fabricant de fil: «Non, le collant ne se recycle pas». J'ai donc tiré la bobine et je suis allé voir des élus parce que, on a la chance d'être dans une petite région où tout le monde se connaît et à l'époque, la vice-présidente de la région, qui était une amie d'enfance, elle était, en charge de l'écologie, à la région. Donc
elle m'a ouvert les portes de la région. J'ai bénéficié de son carnet d'adresses et de fil en aiguille, on est remonté jusqu'à, les des labos académiques à Lyon, l'INSA de Lyon, spécialistes du polymère, qui eux, contrairement à mon fabricant de film, m'ont tout de suite dit: «Si, si, c'est possible, on peut, dans les conditions que vous indiquez, c'est-à-dire, recycler dans un cadre propre, c'est-à-dire avec des produits qui ne soient pas néfastes pour l'environnement, dans une circularité complète, donc ça veut dire très écologique et avec en cherchant un prix final qui soit proche de la matière neuve, on est capable de faire ça et avec une industrie qui soit pas très compliquée à mettre en œuvre». Voilà, donc c'est partant de ces conditions-là, on a travaillé et ils ont plutôt bien travaillé et voilà et là aussi, on a eu une petite, interruption due au covid parce que les académies, enfin les labos académiques, ils se sont arrêtés, pendant le covid d'une manière, brutale et complète. Voilà, donc on a le projet était un peu stoppé pendant cette période-là mais il a repris de plus belle dès la fin du covid. Mmh. Je vais mettre un peu les entre guillemets «les pieds dans le plat», mais hem, quel est l'intérêt de Icoland d'un point de vue purement business? Parce que d'un point de vue écologique, je comprends tout à fait et je trouve ça hyper intéressant, mais d'un point de vue business, sur pour vous, il y a un intérêt, vous reproduisez de la matière première, hem, comment vous intégrez un peu ce business ou comptez l'intégrer? Alors l'intérêt, il est énorme et c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, une masse de déchets qui vont à la poubelle ou qui par moment sont même brûlés parce qu'ils sont pas recyclables, enfin ils sont présumés ne pas être recyclables et au bout, vous avez des industriels qui sont en manque de matières premières. C'est-à-dire qu'ils vont s'approvisionner à l'autre bout de la terre pour, réclamer des centaines de tonnes de matière et qui n'en reçoivent quelquefois que des dizaines de tonnes. Parce qu'ils n'ont pas de maîtrise à la fois sur le volume et encore moins sur le prix, qui est un prix qui est très fluctuant. Donc forcément, il y a un intérêt économique à recycler la matière qui est jetée aujourd'hui et l'intérêt, il est même colossal. Mmh. Aujourd'hui, ces 2 activités, qu'est-ce qu'elles représentent, pour vous, Laurent, en termes d'occupation? Vous êtes, je veux dire à mi-temps sur les 2. C'est les 2 sont dans la même fluctuation? C'est des gros mi-temps, on va dire, parce que, non, je m'occupe, des 2 entreprises. Alors sur Divine, par chance, comme l'entreprise existe depuis longtemps, je suis sur des missions qui sont, j'allais dire, bien cadrées, de rencontres avec les centrales d'achat, donc c'est des, présentations de collections, la création des collections, tout ce qui tourne autour de la collection, donc ça, c'est sur un temps bien précis. Et Collant, on est sur un process où là, où je dédie énormément de mon temps à Ecolan parce que, on est focus sur cette industrialisation et on a besoin là de dédier beaucoup, beaucoup de temps à ce projet pour qu'il prenne corps, d'ici, quelques mois. OK. Ah, c'est proche. C'est proche, oui. Alors ça veut dire que concrètement, j'ai des nuits qui sont assez courtes et très peu de week-ends en ce moment. Voilà, parce on est mais en aucun cas je me plains parce qu'on est, passionné par ce qu'on fait, vous voyez? Et puis les équipes des 2 entreprises d'ailleurs sont mobilisées dans ce sens-là parce que, vous voyez, on travaille sur les collections, H26, on était en développement de la collection dimanche dernier dans les usines en Italie donc parce que, mais mais il y a pas d'ambiguïté par rapport à ça parce qu'il y a au-delà du travail, des perspectives économiques, il y a une grosse passion qui nous anime tous, quoi. OK. Et le podcast est quand même est centré essentiellement sur la prise de décision et j'ai envie de poser la question aujourd'hui, comment, à travers ces 2 expériences, vous, Laurent, vous voyez un peu la prise de décision dans une entreprise? Quelle est un peu votre, philosophie? Alors, je vais faire une métaphore avec le rugby parce que Mmh. j'en fais pas souvent parce que le rugby, c'est un sport, ça reste même si c'est professionnel pour beaucoup, ça reste un loisir et le travail, c'est le travail donc
Néanmoins, vous savez si vous connaissez un peu le rugby, par moment, on fait un choix sur le terrain et s'il est pas bon, mais que toute l'équipe va dans le même sens, parce que quelquefois ça se transforme en un choix positif. Et bien, dans le travail, c'est pareil. Je dis que l'important, c'est de prendre des décisions. Il y a rien de pire dans une entreprise quand vous avez un dirigeant qui ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite et moi, j'ai tendance à prendre mes décisions très rapidement et à entraîner tout le monde et à expliquer pourquoi je vais dans ce sens-là. Et après, si je fais une erreur, on va essayer de tous ensemble de faire en sorte que l'erreur ne soit pas trop grosse. Mais en tout cas, j'ai tendance à embarquer tout le monde avec moi et de prendre des décisions rapidement parce que encore une fois, je pense que c'est ce qui fait la différence. C'est quand on attend, qu'on est dans l'expectative, qu'on se demande ce qu'on doit faire, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon pour les équipes, c'est pas bon pour le travail en général et le business. Donc, moi, pour moi, la prise de décision, le plus important, c'est qu'elle soit rapide. OK. Et est-ce que, et pour moi, il y a aucun mal à ça. Est-ce que vous faites accompagner en termes de prise de décision par, un conseil d'administration, de l'externe? Ou vraiment c'est vous qui prenez les décisions et il y a pas de voilà, il y a pas de structure autour? Non, encore une fois, je suis très marqué par le sport et le collectif, donc j'écoute énormément. Alors, c'est pas un conseil d'administration, mais c'est mes collaborateurs les plus anciens qui sont autour de Mmh. j'ai la chance d'avoir des gens avec qui je collabore depuis 20-25 ans, voire plus, et qui sont, qui ont toujours de bons conseils, enfin, avec qui j'échange énormément et qui me permettent de prendre des décisions qui sont souvent, et qui émanent souvent de leur réflexion commune. Voilà. OK. C'est très intéressant et comme en début de podcast, je vous posais la question de savoir quelle était la dernière grande décision que vous avez prise, auquel vous avez parfaitement répondu. J'ai envie de vous demander quelle a été la dernière décision que vous avez prise, mais qui ne s'est pas orientée comme vous le souhaitiez? Et quelle a été votre réaction? Alors, une décision que j'aurais prise et alors ça c'est vous posez une colle. Heu, alors il y en a certainement, mais c'est étrange comme, j'ai un trou de mémoire et c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai peur d'avouer une erreur, mais c'est parce que j'ai rien sous le coude qui me C'est que d'un côté, si, peu si peu peut-être, peut-être qu'à un moment donné, j'ai souhaité, si c'est peut-être la chose, l'erreur que c'est une erreur en fait et à un moment donné lorsque l'entreprise Ecolan, a pris son envol et que je pensais pas qu'il était bien que je puisse superviser les 2. J'ai mis quelqu'un d'autre à la tête de l'entreprise, et je me suis trompé. Je me suis trompé parce que c'était pas un chef d'entreprise déjà et qu'une entreprise elle doit toujours superviser je pense par la personne qui l'incarne le plus. Et OK. voilà et donc là, oui, de ce point de vue-là, donc du coup, c'était justement après le covid, il fallait, tenir les rênes des 2 entreprises et j'ai recruté un président pour Ecolan, qui était l'entreprise qui était vraiment en devenir et j'ai recruté quelqu'un qui avait voilà, le respectable, hein, un ingénieur qui avait tout, mais qui n'était pas un chef d'entreprise et surtout qui n'était pas à l'origine de l'affaire et donc on a perdu de ce côté, enfin de l'entrain qu'on peut avoir, et qu'on a retrouvé d'ailleurs dès lors que j'ai repris les rênes de l'entreprise. Voilà, ça c'était voilà, c'est une orientation qui était pas forcément bonne et sur laquelle d'ailleurs les collaborateurs en place m'avaient mis en garde et vous voyez, j'ai pas écouté parce que je pensais qu'il y a toujours de l'humain et l'humain, ça peut aussi générer de la jalousie, voilà, des craintes, et j'ai pas été, sensible à ces appels-là et j'ai eu tort. Voilà. Pendant j'ai envie de dire pendant un temps, parce que, apparemment la situation a changé. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour moi la grande décision ouais, et pour le coup, là aussi, c'était une décision importante et là aussi, voilà, qui a pas été Mmh, forcément très opportune. OK. Hem, je m'approche de la fin du podcast et j'ai 2 dernières questions.
L'une, c'est si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à tout jeune entrepreneur qui se lance ou qui crée quelque chose, hem, en plus du conseil que vous avez déjà donné, qu'est-ce que vous diriez, à cette personne, voilà? Quel est le conseil que vous donneriez? Bah, le conseil, c'est, quand on a une bonne idée et qu'on bah, il faut oser le faire. On est, malgré tout ce qu'on entend, on est dans un pays qui offre encore des opportunités. Il y a plein de possibilités de choses à faire et quand on veut se battre, on y arrive. Il y a voilà, et c'est tellement stimulant d'avoir des victoires, des fois des échecs, hein, ça aussi, mais c'est d'oser faire les choses. Voilà, se poser. C'est mon principal conseil. Eh bah, super. Eh bah, c'était un super conseil. Ma dernière question, comme promis, c'est, la plus simple, j'ai envie de dire. Si on a envie de vous retrouver, que ce soit pour Divine ou pour, Ecolante, où est-ce qu'on vous trouve? Comment on vous trouve? Dites-nous tout. Alors évidemment, c'est sur les réseaux sociaux, c'est là où c'est le plus simple, où on communique aujourd'hui d'une manière très moderne sur LinkedIn. J'essaie de répondre à tout le monde et j'ai aussi des gens qui m'envoient, des messages, pour prendre contact avec moi en direct et il est rare que je refuse d'avoir une conversation pour échanger, parce que une entreprise aussi, c'est un peu une auberge espagnole, hein. Elle grandit avec tout ce qu'on y amène dedans et c'est fait de rencontres et c'est ce qui permet de grandir et régulièrement, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque, j'ai des gens qui me disent: «Je vous ai entendu à la radio, à la télé», là, en ce moment, on a beaucoup d'échos médiatiques et grâce à ça, je reçois énormément de messages et des gens très intéressants qui ont des réflexions pertinentes et voilà, et je me nourris aussi de ça, c'est intéressant, enfin, d'échanger avec les gens et ça voilà, ça participe, de la de l'évolution de l'entreprise aussi parce que j'écoute les conseils et puis les idées de chacun et voilà, donc un petit message sur LinkedIn, et puis ensuite on peut échanger, soit par mail, soit par téléphone. La preuve en est, ce podcast, parce que j'avais, envoyé un message sur LinkedIn à une de vos collaboratrices au début qui, au fur et à mesure des choses, nous a réorientés et on en est, ici à faire ce podcast donc la preuve en est, ce podcast. Et ben merci beaucoup, Laurent pour tous ces éléments, en tout cas pour cette discussion à cœur ouvert. C'était très, très intéressant. Je n'en doute pas, en tout cas moi j'ai appris plein de choses donc ça c'est super. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous racontera la suite de l'histoire, dans quelques mois, quelques années. Et bah, avec grand plaisir parce qu'effectivement on a compris qu'il y avait à avoir des événements qui arrivaient, très bientôt donc personnellement j'ai hâte de voir ça et suivrai ça sur les réseaux sociaux puis au plaisir de rééchanger, à ce moment-là. Merci beaucoup François, à bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Pourquoi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, bah, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et surtout, surtout, garde en tête cette idée. Les réussites qu'on admire naissent souvent des questions qu'on ose se poser. Allez, je te dis à très vite pour de nouveaux parcours, une nouvelle voie et surtout un nouveau pourquoi. Parce que derrière chaque réussite, il y a un pourquoi.